à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants qui leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Bonjour Sandeep et vraiment merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton expérience personnelle pour ce podcast. Et c'est moi qui te remercie. Bah, moi, en fait, je m'appelle Sandeep de Marsac, donc je suis indien à 100% d'origine, de mère indien et hindou, et un père indien et hindou une des rares choses que je sais, c'est qu'il est prêtre. Donc il est brahman en Inde, propose des bénédictions, c'est un prêtre quoi. Et puis il peut aussi proposer massage, voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'avait vraiment intrigué. C'est juste que comme ils sont pas de la même caste et que c'est compliqué en Inde avec ces histoires de caste, que du coup ça n'a pas pu se concrétiser après sur du long terme. Donc ben voilà, je suis issu quand même d'un amour à l'origine. L'histoire des castes fait que ça n'est pas possible en fait. Voilà, j'ai été enfanté dans un dispensaire en Inde qui permet aux femmes, ben, au lieu d'accoucher quand même dans la rue ou je sais pas où, c'est un endroit où tu peux rester quand même une journée pour accoucher et il y a des personnes qui sont là pour s'occuper de toi. Et après, du coup, une fois qu'elle a accouché, ben, elle est partie. Donc moi, je suis resté ben, là-bas. J'ai été après petit à petit prise en charge avec une association sur place qui travaille avec eux. Il a fallu attendre 7 mois avant que je sois adopté, parce qu'en fait, je suis né un 24 octobre 1979 et j'ai été adopté un 1er mai, comme un petit brin de muguet, le 1er mai 1980 par mes parents. Donc j'ai été le premier adopté de l'Allier, en Auvergne, de l'Allier à Moulins-sur-Allier. En fait, ça a été compliqué au début. J'en parle parce que pour moi, c'est quand même important et précieux parce que le tournant se fait déjà là, en fait. Mes parents adoptifs pouvaient plus avoir d'enfants, ils voulaient une grande famille, donc ils ont souhaité ben, m'adopter. Et ensuite, ben, il a fallu faire des démarches du coup avec un avocat, mais un avocat portugais sur place qui était véreux. Il voulait de l'argent en fait. Il demandait de l'argent à mes parents, mais mes parents n'étaient pas du tout pour ça. Ça l'a contrarié. On était plusieurs enfants. Pour faire simple, on a été enfermés dans des placards en attendant des dossiers. Je suis tombé aussi malade dedans et puis bah, j'étais tout petit donc je pouvais rien faire et au final comme les dossiers n'ont pas abouti, il n'a pas eu son argent donc il nous a balancé à la poubelle en fait. En Inde c'est des déchetteries immenses donc il nous a balancé à la poubelle, c'est-à-dire qu'il nous a séquestrés dans un placard et après un jour bon bah comme il ne pouvait pas avoir d'argent du coup bah, il était sur plusieurs dossiers donc j'étais avec plusieurs enfants, j'ai été balancé dans une déchetterie. Tu veux dire qu'il est venu chercher au dispensaire, il vous avait récupéré et qu'il vous avait gardé, alors je ne sais pas, dans un endroit X ou Y, et que quand il a su qu'il n'y avait pas d'argent, il vous a balancé dans une... Ouais c'est ça. Wow, bah dis donc, c'est Donc impressionnant, l'humanité de ce monsieur ou de cet avocat, je ne sais pas, homme ou femme, en tout cas, impressionnant, dis donc. Hmm. un homme a priori, mais oui, en effet. Du coup, voilà, je l'ai balancé comme ça à la poubelle, donc forcément, c'est pas le truc le plus réjouissant. Et après, en fait, il y a une femme qui s'occupait de l'association qui était aussi portugaise, qui nous cherchait et qui m'a cherché, bah, qui est allée chez lui, mais il n'était pas là. Elle a fouillé partout, il n'était pas là. Donc, elle a fait un tour parce qu'en Inde, ça se fait, ça malheureusement, de balancer D'accord. les enfants comme ça. Elle m'a retrouvé dans la déchetterie, mais j'étais au bout de quelques jours. Donc, du coup, j'étais mourant, complètement mourant. Et du coup, bah là, il a fallu prendre un avion pour aller tout de suite en France. Et quand je suis rentré en France, les médecins français m'ont dit, bah, une fois arrivé, 1 heure de plus et j'étais mort. D'accord. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est que, donc du coup, là, ça commence aussi là. Et on m'a emmitouflé dans un châle de Air France, une couverture là, de UTA. Et tout le monde m'a pris dans les bras pour me porter pour pas que je meure. Parce que j'étais complètement limite comatique. Et il fallait que je reste en vie. Entre Pune, c'est au-dessus de Bombay, entre l'Inde et la France, c'est long quand même. Donc apparemment, j'ai marqué tout le monde dans l'avion. Et bah, quand je suis arrivé en France, mes parents m'attendaient et tout le monde disait ah bah c'est vous qui attendez un enfant, bah, il est vraiment très très petit. Ouais, forcément, j'étais un peu comme un Somalien, j'étais tout maigre et j'étais en diarrhée complexe, j'étais mourant quoi. Ça veut dire que c'est le contact des corps, c'est le lien corps à corps, d'être dans les bras. Que tu penses que ça a un lien pour l'envie de vivre et ouais, avoir envie de rester là, quoi. On parle du palming en massage, donc c'est une palpation du corps entier, du sommet de la tête jusqu'au bout du crâne, c'est-à-dire qu'on met la personne sur une table. On lui met un grand plaid ou deux si elle veut, elle reste habillée, ça peut être une séance de palming entière, mais sinon ça peut être juste avant un massage. Donc si c'est avant un massage, bon, bah, elle est un peu plus dénudée.
Et le fait d'être contenu, d'être pris, d'avoir un contact comme ça avec des personnes, bah, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. Donc je pense parce que vraiment 1 heure de plus, j'étais mort. Là, il y a quand même quelque chose pour moi dans mon histoire qui a été significatif, qui fait que, mais vraiment cellulaire, même organique. Mm. Donc je pense que faut pas s'étonner qu'après je sois parti aussi dans le yoga, dans les huiles essentielles. C'est pour ça que je respire souvent ça. Parce qu'en Inde, il y a beaucoup d'encens, il y a beaucoup de parfums. J'ai vu ça avec ma psychothérapeute et aussi qui me disait, bah oui, je pense que ça vient aussi de là, de respirer beaucoup. Et c'est vrai que quand on est en Inde, dans les rues, donc le toucher, les huiles essentielles, je pense que j'ai été serré dans cette couverture. Et ce qui m'a sauvé la vie, j'ai bu de l'eau de riz toutes les heures et demie pendant 4 mois. Toutes les heures et demie, jour et nuit. Et ça, c'est un chirurgien qui avait mis ça au point, qui avait dit ça à ma mère. Donc là aussi, au niveau de la nutrition, ça a été particulier. Parce que quand même, quand je suis arrivé en France, à 7 mois et demi, je faisais 3,6 kg, hein. J'étais vraiment la crevette de l'Allier, comme on dit. Bon, ça c'est pour l'histoire, pour mon arrivée sur Terre. J'ai été adopté par un père du Limousin et une mère tourangelle. Et après, on était dans l'Allier à Moulins. Donc, de mes 7 mois, on va dire, jusqu'à mes 6 ans, parce que mon père est forestier, et il fait de la recherche. Et après, mes parents ont demandé, c'était un projet de vie qu'ils avaient, de donner 10 ans de leur vie aux pays en voie de développement, donc projet de mariage, donc ils l'ont dit, ils l'ont fait, j'ai envie de dire, ils l'ont concrétisé, puis j'ai une mère qui est très dynamique, et puis mon père aussi avait envie, donc voilà, ils sont partis. Donc ce qui fait que de 6 ans à 10 ans, j'étais au Cameroun avec mes 2 sœurs aînées, Hélène et Agnès, parce que moi j'ai 45 et ma sœur a 4 ans de plus et l'autre 6. Et ma mère nous donnait cours par correspondance. On était à 1500 mètres d'altitude. Donc il y avait des fruits, des légumes, l'équivalent d'un mois de juin français toute l'année. Donc une petite laine le soir, mais la journée comme ça, quoi. Tu gardes quoi de ces moments au Cameroun, sensitivement parlant? Ce qui me vient, le premier, c'est la chaleur des gens. L'ambiance et le fait que les gens sont présents les uns pour les autres. Il y a vraiment un élan de solidarité. Si je donne un exemple, si par exemple on donne un Coca-Cola à quelqu'un là-bas, tout le monde va boire une gorgée, tout le monde sera servi, tout le monde va... Mais il n'y a pas quelqu'un qui va boire ça en entier. Ça donne une idée. Parce qu'après, j'ai enchaîné sur de 10 ans à mes 16 ans en République centrafricaine, où ma mère a demandé à ce qu'on soit muté dans une capitale en Afrique parce qu'elle avait du mal à suivre, parce qu'il y en a une qui arrivait en première, Agnès, et ma sœur Hélène arrivaient en seconde, donc elle a dit, ma mère a un style de métier, mais voilà, elle nous faisait des cours, et dès que mon père partait en mission, bah, on partait avec la Renault 12, les bidons, les rustines, le jerrycan d'eau, les boîtes de sardines et tout, et on parcourait comme ça. C'est que des souvenirs magnifiques, hein, forcément. De vivre comme ça en Afrique en étant enfant, du coup, je pense que ça a aussi un autre impact. Je serais en Afrique aujourd'hui, c'est différent, mais d'être de 6 à 16. Ce que je garde, c'est vraiment bah, les Afriques, enfin, pour l'Afrique noire en tout cas, c'est qu'ils sont vraiment dans le corps, hein, la danse, on se salue, on rigole, on parle fort, c'est une civilisation vraiment de l'oral. Comme ils disent, hein, il n'y a pas de stress, quoi. Ou on tresse, ou on détresse les cheveux, mais il n'y a pas de stress. Je dirais qu'il y a quelque chose de très fort là-bas, mais il y a aussi quelque chose qui nous amène vraiment aux origines de l'homme. Et à ce côté qu'on avait vu en yoga, c'est-à-dire que les Noirs africains sont vraiment dans quelque chose de très vital. Il y a le vital, le physique, le mental, le supramental. On avait vu ça en yoga. Le sport, la danse, c'est qu'ils arrivent bien quand ils commencent à danser. Et c'est comme un banc de poissons, en fait. Tout se suit. Au niveau du corps, au niveau des échanges, au niveau de la langue, au niveau de la joie de vivre, il y a quelque chose, même s'ils ont une vie qui est difficile, pas pour tout le monde, mais quand même. Il y a une qualité de vie qui était. Enfin, j'ai eu la chance, moi aussi, avec mes parents, d'avoir cette qualité de vie, mais tout le monde n'a pas ça, bien évidemment. Je sais que j'étais très privilégié. Et après, de 10 ans à 6 ans, je me suis retrouvé en République centrafricaine, donc à la capitale. Mais bon, Bangui, c'est quand même très pauvre. Et puis ça fait 30 ans que c'est en guerre, là. Au bout des 6 ans, à 16 ans, j'ai été rapatrié par l'armée française. Donc c'était en guerre depuis quelques jours. Tous les jours, l'armée française nous téléphonait pour nous dire bah, est-ce que vous voulez être rapatrié ou pas? Et on disait bah non, parce qu'on pense qu'ils étaient plutôt pacifiques quand même. Mais le dernier jour, ils nous ont pas laissé le choix, le 8e jour, et ils nous ont dit bon bah tout le monde va à l'Institut Pasteur parce que c'était très sécurisé, parce qu'il y a plein de vagues, enfin de virus qui sont. Il y a Ebola, il y a plein de trucs. Donc on a dormi une nuit là-bas, ils nous ont dit vous retournerez chez vous dans 1 ou 2 jours, et finalement le lendemain, ils nous ont amenés à l'aéroport militaire et on est parti au Gabon à Libreville. Et après, j'étais rapatrié en France, donc j'ai pas pu non plus là faire mes adieux au pays, alors qu'on devait partir 2, 3 mois après, hein, même pas, hein. Du coup, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, ha, 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 hein, tu vois, c'est intéressant. Mm. Tu es passé de l'Inde à la France, ensuite à l'Afrique, à un autre pays d'Afrique, et puis on revient. C'est quoi ton rapport à l'enracinement? Alors ça, c'est une vraie question. Pour faire simple là-dessus, ça a été compliqué d'être avec une famille de blancs en Afrique en étant moi-même indien. Et quand je suis ici, ben, je suis avec une famille de blancs et moi-même indien,
mais il y a beaucoup de blancs autour, alors qu'avant c'était beaucoup de noirs, entre guillemets. Donc c'est pas facile au niveau identitaire et existence. Donc je pense que c'est clair que ça, je n'ai pas compris sur le coup, j'ai mis du temps à m'intéresser à l'Inde, je m'en suis pas intéressé avant mes 25 ans, je dirais, vraiment. On va dire que ça a commencé à partir de là, mais avant, c'est vrai que c'était pas un sujet. On me disait, est-ce qu'on peut parler de l'adoption, ça t'embête? On parlait, quoi. J'avais pas d'émotion spécifique. J'avais dû mettre un peu un couvercle là-dessus. D'accord. Parce que ça me faisait ni chaud ni froid. C'est pas que c'est pas normal, mais c'est que c'est pas tout à fait à sa place. Parce que c'est pas possible de vivre ce que j'ai vécu et que ça fasse ni chaud ni froid, c'est pas possible. Je pense que j'étais pas prêt à ouvrir. Je pouvais même pas le formuler à l'époque, en fait. Donc je suis passé aussi par une phase de souffrance, de douleur difficile, mais que je gardais pour moi parce que je ne savais pas vraiment comment justement l'identifier, ce problème. Et en fait, bah, à partir de 25 ans, enfin voilà, quand je suis rentré en France, j'ai fait des études avec les plantes, et puis après, à 23 ans, bah, c'est là où ça a switché, ou 23-25 ans. Et là, j'ai commencé à partir dans le thermalisme, le thalasso, les massages, et puis je me suis formé au yoga avec une association de culture et philosophie indienne à Paris qui s'appelle Soleil d'Or et qui était animée par Selvi et Ajit et Selvi Sarkar qui sont connus et qui sont des Indiens de Pondichéry. Donc, et puis il y avait d'autres Indiens. Donc pour moi, ça a été un premier pas avec eux et je suis resté 5 ans dedans, à apprendre le Hatha Yoga et puis bon, ben, d'autres choses, hein. Excuse-moi, c'est juste que je t'ai parlé de l'enracinement et toi, tu m'as parlé de tes racines, identité du pays. Mais du coup, c'est rigolo parce que tu es allé en Afrique où il y a de la danse, le corps. Enfin, tu vois, le corps, c'est aussi ce qui nous permet d'être bien là. Avant le retour avec le lien avec l'Inde, c'était quoi ton rapport au corps, à ta matérialité, à ta stabilité? En fait, tu vois, c'est pour ça que l'enracinement, c'est plutôt être dans la. Toi, tu es dans une terre, tu as des fois des personnes qui sont très, on va parler un peu énergiques, c'est les énergies d'un pays, les énergies d'un lieu, etc., qui font qu'on est très, très, très connecté à ça. Toi, c'était comment en fait? Quand tu parles, quand je suis rentré en France ou quand j'étais là-bas? D'une façon générale, parce que comme tu es passé vraiment de l'Inde à la France, à l'Afrique, etc., c'est comme si tu avais volé. Ouais, ouais. Tu, vois, tu voles de pays en pays et du coup, quand tu t'installes, comment tu t'ancres, comment tu t'enracines, comment tu fais? Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que c'était compliqué? C'était comment? Bah, je pense que j'étais pas enraciné en fait. Parce que ce qui était compliqué, c'était d'arriver à mettre l'Europe, l'Afrique et l'Inde sur le même truc. Et mon meilleur ami me disait toujours, tu te sentiras mieux quand tu arriveras à bien vivre les trois. Oui, je dansais, j'avais pas un mauvais rapport avec mon corps. Au contraire, je pense qu'il était quand même là. Parce que, Heureusement d'ailleurs, certainement, heureusement. parce que je me baladais quand même. Je me suis toujours beaucoup baladé. J'ai toujours aimé que ce soit en Afrique et je continue pareil. Et je dansais aussi là-bas. J'avais quand même un certain plaisir à ça. Mais je pense que j'avais pas encore vraiment ces notions d'enracinement. Je pense que j'étais pas encore installé en moi. Et il y a des choses pour lesquelles j'étais pas prête ou que j'arrivais même pas à voir. Dans mon souvenir, quand j'étais en Afrique, j'étais quand même bien avec mon corps. Et quand je suis revenu, je pense que ça m'a refait un autre choc. Je me suis retrouvé en pension en Auvergne avec la neige, avec mes parents qui habitaient en région parisienne, donc je prenais le train. Et là, je pense que à 16 ans, là, c'était compliqué avec un autre public, puis j'avais des réflexions sur ma peau, enfin sur ma couleur, enfin c'était du racisme aussi, donc c'était compliqué. Ce qui m'a sauvé, c'est l'humour. Donc je pense que j'avais quand même un bon rapport avec mon corps, puisque oui, à l'époque, enfin, j'avais pas de souffrance, j'étais quand même bien à ce niveau-là. Mais c'est après, je pense, à partir de mon retour en France, où ça a été plus compliqué. Et le lien humain, les liens que tu as pu créer au fur et à mesure, comment tu les vivais? J'ai quand même gardé des amis africains qui sont aussi rentrés en France pour faire des études. Donc, je pense que je suis passé par à peu près une dizaine d'années après de mes 16 à mes 25 ans. Il y a vraiment eu un tournant là. J'ai essayé de sortir dans des publics martiniquais, guadeloupéens, mais c'est pas l'Afrique, c'est vraiment différent. Donc ça n'a pas pris. Mais j'ai gardé quelques contacts avec des amis africains ou africaines, des copains, des copines que j'avais là-bas. Et puis après, bon, maintenant on est tous grands. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin de rester en contact avec ça. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, je me sens plus chez moi en Afrique noire qu'en Inde. Bah parce que j'ai appris la langue aussi là-bas. Et puis c'est mon enfance en fait. Là, par exemple, là aujourd'hui, tout de suite, ici et maintenant, et régulièrement, là, ce que j'aimerais, ça serait retourner au Cameroun. Oui, j'ai envie de retourner aussi en Inde parce que j'aime les deux. Enfin, je connais plus les codes un peu des Africains, le côté social africain, avec lequel je suis plus à l'aise. Mais c'est vrai qu'en Inde, c'est encore autre chose, quoi. Donc ça, par contre, oui, ça, c'est resté. Et puis à un moment, j'ai tourné la page avec l'Afrique. Ça a été plus apaisé, mais j'avais encore besoin de ce lien, justement.
Vers 23, 25 ans, j'ai commencé à me poser des questions et c'est là où je suis parti dans d'autres choses. C'est là où j'ai commencé les formations, etc. En yoga, en coaching de vie humaniste, en massage de bien-être. Et le lien là avec le massage est revenu aussi. Mais en fait, la première personne qui m'a appris le massage, rapidement, hein, j'avais 25 ans, c'est une dame française qui avait vécu 28 ans en Inde et qui proposait une formation en Abhyanga comme ça. C'était hors cursus thermalisme et du coup, je me suis dit, bah tiens, bah ouais. Et du coup, j'y suis allé et j'avais appris d'autres, trois, quatre massages aussi avant, mais plus classiques. Et là, j'ai eu vraiment une révélation avec ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, elle nous a mis tous tout nus comme ça. Elle nous a dit, voilà, c'est des massages à l'huile chaude. Puis elle en parlait quand même bien. Je me dit, ça faisait beaucoup, quoi. Je dis, waouh. Et là, il y a eu un truc. Et là, je me suis intéressé à l'Ayurveda. Et après, là, pareil, quand j'ai lu, je me suis dit, ouais, mais c'est génial la médecine indienne, hein. L'Ayurveda, c'est la médecine indienne. Après, je me suis formé à CLK et rapidement, je me suis formé avec un médecin indien qui a sa clinique à Pune. Et Pune, c'est là où je suis né en Inde. Et donc, je suis allé le voir et il m'a formé aussi à la Bhyanga. C'est une indienne qui m'a présenté ce gars qui s'appelle Jia, que j'ai rencontré dans un spa à Paris. Ça, c'est vieux, hein, ça fait 20 ans maintenant. Il y a eu pas mal d'appels du pied de l'Inde. Sentais cet appel? Là, oui, là, il y a eu une petite ficelle, et puis en fait, en tirant, il est devenu de plus en plus gros. Il y a 20 ans, l'Ayurveda était en plein boom à Paris, et du coup, je suis arrivé pile au bon moment, et tous les spas, ils cherchaient un homme indien qui faisait le massage indien, qui pratiquait. Donc j'ai dit, bon, bah d'accord, moi j'arrivais au tout début, hein, et j'avais donc cet Abhyanga, donc je l'ai pratiqué, et j'ai pas du tout pratiqué les autres. D'accord. La relaxation coréenne, le californien et tout. Donc j'ai commencé et c'est là où j'ai rencontré Jia, donc une fille indienne qui m'a présenté un médecin indien qui m'a dit non mais t'es un homme, indien, faut que t'ailles avec un médecin indien si ça t'intéresse, tu vas voir, je vais te le présenter. Petit à petit, je me suis formé aussi à l'olfactothérapie avec les huiles. Pareil, donc là l'énergétique est arrivé, tout un monde nouveau pour moi. Chakra, le système énergétique indien, chinois aussi, et puis je me suis dit waouh, parce que du coup non, on n'en parlait pas du tout dans ma famille et c'est arrivé comme ça. Après, CLK avec une école de massage sur Lyon, pareil. Et du coup, bah, là, avec Roger, l'évidence, lui-même formé par des brahmanes en Inde. Ça a tout de suite matché, en fait. Et là, je me suis dit, par rapport à mon histoire, j'ai remonté le fil. Je suis quand même venu sur Lyon pendant 12 années, hein, régulièrement. Donc, supervisé avec les massages, etc. et la formation. Et puis, j'ai voulu en savoir plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce que je pouvais, ce qui était juste pour moi. Et puis parallèlement à ça, je me suis formé au yoga à Paris avec Ajit et dans une association de culture et philosophie en Inde. Et je suis allé 3 fois en Inde et à chaque fois dans le Kerala où j'ai rencontré des médecins ayurvédiques et parce que c'est le berceau de l'Ayurveda. Là, dans toutes ces rencontres qui te ramènent vers l'Inde, aujourd'hui, avec le recul, en tant que personne, pas du coup en tant que professionnel du massage, hein, tu vois, en tant que personne, tu dirais que ça t'a. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ton histoire, par rapport à toi? Je dirais que bah, je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi. J'entendais souvent que pour les enfants adoptés, c'était compliqué. Enfin, pour les gens, c'est compliqué même de. Si on n'a pas de racines, comme une plante, si on n'a pas de racines, bah, c'est compliqué de trouver son centre, sa verticalité et puis de fleurir et de donner du fruit. Et je me suis dit, bon, bah écoute, les massages indiens, moi, ça m'a vraiment plu. J'ai ressenti un appel de l'Ayurveda, j'ai ressenti un appel du yoga, j'entendais parler de Sri Aurobindo, puisque c'est dans cette lignée. Et j'ai commencé vraiment comme ça, et j'ai rencontré les médecins indiens, je suis allé en Inde, voilà, dans les rues, j'ai rencontré d'autres personnes. Je dirais que le fait aussi, après, d'aller dans mon propre pays, du coup, c'était pas des blancs, c'était pas des noirs, c'était des indiens. Et là, c'était nouveau. Mais il a fallu que j'attende, je sais plus, moi, je crois que j'avais 25 ans avant. Et je suis parti avec mon meilleur ami, là, qui est basque breton, que j'ai rencontré là-bas. Je dirais que ça a vraiment commencé comme ça. Il y a quelque chose, justement, que j'ai senti la piste. J'ai flairé la piste. Oui, parce que quand tu disais ça m'appelait, ça se manifestait comment en toi? Je pense que ça se manifestait surtout par un retour au corps et par un retour au toucher, un retour à mes pieds, quoi, à mes racines. Je dirais vraiment, c'est vraiment ça, à dire pouvoir arriver petit à petit à me sentir en tant que personnage, en tant qu'identité indienne et de dire dans ce corps indien avec des références indiennes, des textes indiens, le yoga, les Védas, l'Ayurveda, des brahmanes, des prêtres, et d'aller petit à petit me sentir et être vu en tant qu'Indien. On te voyait corporellement comme un Indien, C'est mais est-ce ça. que toi, tu te sentais à l'intérieur comment, en fait, du coup, par rapport à cette Eh identité? ben, je vais donner un exemple qui est très simple. C'est-à-dire que quand je vais à Paris, à Gare du Nord, c'est le quartier indien, ils me disent tous Mauritius, île Maurice.
Ils disent île Maurice, Réunion, Pondichéry. Ils disent comme Pondichéry, île Maurice. Et je leur dis, bah, non, je suis pas réunionnais, je suis pas de l'île Maurice et je suis pas de Pondichéry. Alors, je leur dis pas que je suis camerounais presque, mais alors, parce que c'est vrai que du coup, j'ai une tête d'Indien, je ressemble à des Indiens du Nord, mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué pour moi de me retrouver par exemple au quartier indien ou même en Inde, mais de pas comprendre ce qu'ils se disent. Bon, même si en Inde, il y a aujourd'hui à peu près 82 langues hein, différentes. Hein. Si vous parlez en français, ça suffira pas, anglais non plus, il faut quand même des langues. Quand je suis allé en Inde, je me sentais enfin chez moi, mais en même temps, j'avais l'impression d'être un étranger chez moi. Et je me suis dit un jour, j'irai à Madagascar. À Madagascar, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Africains, c'est très mixé. Et je pense qu'en fait, mon histoire est riche en mouvements, malgré moi, en fait. Hein. Et je pense que oui, tout ce qui est métissage, ça me plaît bien aussi, quoi. Tu sais, c'est rigolo. C'est une anecdote. J'ai une fois une personne que j'ai rencontrée qui avait été adoptée asiatique. Alors, je ne sais pas, Vietnam ou Chine, je ne sais pas exactement, hein, je ne me souviens plus. Mais par contre, elle voulait absolument apprendre sa langue natale et ça bloquait. Elle Ça m'étonne. n'enregistrait rien en fait. Tu vois, c'était compliqué pour elle, elle ne comprenait pas. Pour elle, c'était un moyen de se reconnecter aussi et puis de pouvoir parler à sa mère génétique qui lui avait donné la vie dans son pays, qu'elle avait retrouvé. Hein. Mais par contre, la barrière de la langue, c'était compliqué. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont débloquées entre-temps. Mais c'était comme s'il y avait non. Il y avait un non. Tu as ressenti quelque chose d'un peu approchant Ben oui. ouais. Ouais, ouais, ben je pense, oui, et je pense que ça peut vraiment s'expliquer parce que bah, justement, c'est Martin. Bon, après, moi, je suis juste en train de tout découvrir tout juste. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle, bah, que tu dois peut-être sûrement connaître, qui s'appelle Martin Buber, qui travaille sur la relation et du jeu et le tu, etc. Plus le jeu est présent, plus le tu est présent, plus le tu est présent, plus le jeu. Bon, sur la relation. Et c'est ce qu'il disait, c'est que à l'origine était le verbe et que c'est notre mère qui nous apprend petit à petit, surtout les premiers mots, etc. Mais comme moi, j'ai eu une rupture de la mère. C'est pour ça que je pense que j'ai vraiment eu une scolarité affreuse. Et c'est ma mère adoptive qui m'a appris à lire et à écrire. Je suis pas quelqu'un de synthétique et de structuré vraiment. Bon, ça va mieux maintenant, mais parce que j'ai trouvé d'autres sources à l'intérieur de moi pour y arriver, on va dire. Mais je pense clairement que ça peut venir d'un changement aussi de mère. Parce que la mère, elle parle à son enfant, en fait. Elle lui dit des choses qu'il va entendre. Donc si moi, ma mère, elle m'a parlé par exemple en hindi, ou dans une autre langue, ça serait la langue du Maharati, puisque je suis dans l'état du Maharashtra. Si elle m'a parlé en Maharati, bon ben voilà, j'ai enregistré ça. Ce qui fait que quand après on m'a reparlé en français, je serais pas étonné que le fait qu'il y ait un changement de mère, Il y a un changement de formulation, de mots, d'expression, etc. De toute façon, le bébé, c'est une éponge en fait. Il prend tout, quoi. je le dis souvent comme ça. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est le massage indien à l'huile chaude et le champ d'argile. Quand tu dis ça m'a sauvé la vie, qui te fait dire ça en fait? Le comment? Bah parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de me sentir bien dans mon corps, mais tout simplement de me sentir avant tout. On dit toujours se sentir comme ci ou comme ça, de sentir mon corps. De sentir mon corps qui avait besoin de chaleur. J'ai une mère adoptive qui n'est pas spécialement câlin. Et comme me disait ma psychothérapeute, ça a dû être un choc très violent pour moi enfant. Donc ça m'a rajouté. Du coup, je pense que j'avais vraiment besoin d'être contenu, donc je pense qu'elle l'a fait quand même. C'est pas que ça peut être fait, c'est comment c'est fait, avec quelle qualité de toucher et quelle qualité d'attention. Parce qu'on a tous besoin d'être aimés, mais de quel amour avons-nous besoin d'être nourris? Qu'est-ce qui nous nourrit? Parce que oui, donc je pense que c'est clair qu'à ce niveau-là, oui, ça m'a permis de sentir mon corps. Et quand j'ai rencontré le champ d'argile, ça a vraiment été très très émouvant. Et c'est la formation, c'est une thérapie structurale basée sur la psychologie des profondeurs de Jung. L'accompagnement, c'est plutôt le style de la Gestalt. Et d'outils, donc c'est un champ d'argile, donc un bac en bois dans lequel il y a 25 kilos d'argile qu'on est invité à toucher, etc., avec un pot d'eau chaude à côté. Donc vraiment, on n'est pas dans du coaching, on n'est pas dans de la psychologie, on n'est pas dans de la psycho quelque chose. On est vraiment dans de l'aptique, donc dans de la science du toucher, dans du toucher sensible en fait. On base sur le toucher, sur la pression, sur le positionnement. Comment retrouver dans ce champ d'argile cet espace d'argile qui a un côté gauche, un côté droit, un fond, un haut, un bas. C'est nous, c'est un être humain, mais dans ce bac en argile. Et l'intérêt du bois et le fait que ça soit dans un cadre en bois, dans un bac en bois, en fait, c'est nous, c'est plus fort qu'un miroir. Donc, quand on se touche, tout de suite, ça nous met en relation avec des anciens touchés qui ont été, soit c'est des touchés qui ont été en manque, en excès ou en abus. En tout cas, le champ d'argile nous permet de réorganiser notre schéma structural
et donc l'équilibre entre les parents à l'intérieur de soi. Donc de trouver ses besoins dans l'argile en rencontrant ses propres empêchements, en y allant et en trouvant la ressource nécessaire. Par exemple, moi, ça va d'abord être le toucher, me saturer en toucher pour aller vers de l'équilibre, et ensuite pour aller vers de la proprioception, pour aller dans le monde. D'autres, ça va être l'inverse. Ils sont d'abord plus dans une énergie un peu plus exploratrice, plus avec des qualités paternelles, et donc paternantes, pardon. Donc plus ils ont plus besoin de pression, c'est leur truc. Bon voilà, ils ont plus besoin de ça, de solide. Aller vers la douceur, c'est aussi un autre travail. Mais ils ont d'abord besoin de s'assurer, se réassurer dans la proprioception, dans le positionnement, pour petit à petit, une fois qu'ils sont saturés, qu'ils se sont assurés de la solidité du cadre, qu'ils peuvent aussi se laisser aller dans la douceur. Et ça peut être aussi un travail avec l'équilibre. Donc c'est extrêmement passionnant, le chant d'argile. D'ailleurs, je serais ravi de vous présenter ça un jour à une autre visio, mais vraiment, parce que c'est un outil qui est... La personne qui a mis ça au point s'appelle Heinz Deutzer. Donc je suis parti, enfin je peux aller en Allemagne, mais l'Allemagne est venue à moi aussi. C'est un professeur d'art-thérapie en Allemagne qui est un collaborateur de Karl Graf Durkheim et donc a donné sa vie pour le chant d'argile, enfin en tout cas une deuxième partie de vie, puisqu'aujourd'hui Durkheim il a, je dirais, entre 75 et 80. Et donc il a mis au point le chant d'argile. C'est pas de l'art-thérapie, c'est une thérapie structurale par l'argile et par le toucher. Donc c'est vraiment engageant. On dit pas le chant d'argile, mais on dit vraiment le travail au chant d'argile, parce que aller mettre les mains dans l'argile, c'est aussi soulever, enlever l'argile, c'est physique. Donc c'est à chaque fois on réaccouche. Et trouver sa propre forme, trouver son propre fond, et du coup trouver son propre contenant. Et c'est ce qui me manquait. Et c'est ce dont j'avais besoin surtout. Mm. Et du coup, c'est pour ça qu'après, avec le chant d'argile, ça m'a permis de retrouver mon propre père, ma propre mère, mon enfant intérieur, et puis surtout mon adulte. Pour écouter la suite de cette aventure, rendez-vous la semaine prochaine. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.